cette conférence que je vais avoir le plaisir d'animer avec certains de mes collègues qui ont accepté de venir participer sur une question assez cruciale pour notre région et pour les terroirs méditerranéens. Est-ce que le changement climatique videra nos verres ? Quel est l'avenir de la viticulture méditerranéenne dans les nouvelles conditions climatiques qu'on est en train de rencontrer ? Donc aujourd'hui, on veut parler de ce constat sur le changement climatique, mais on veut aussi et surtout parler avec vous de solutions pour la viticulture méditerranéenne. Donc merci à toute l'équipe du Médagri qui, malgré les circonstances un peu particulières, nous accueille aujourd'hui à Avignon pour partager ses expériences. Donc avec moi, je reçois aujourd'hui Juliette Girard du syndicat des Côtes de Provence. Il y a aussi Samuel Roy de la société Ombrea. Et connecté à distance depuis Sophia Antipolis, Éric Minot du CEMID qui nous présentera le projet Visca. Avant de commencer, bon, je crois que malheureusement c'est un constat qui est partagé par tous. On connaît bien l'effet des évolutions climatiques, ça commence à être bien documenté. Il y a eu beaucoup de conférences, d'animations sur notre territoire. Quelques petits rappels quand même. Dans notre climat méditerranéen, avec la hausse des températures, risque de s'étendre vers le nord, de monter de plus en plus dans la vallée du Rhône. Et puis évidemment, nous allons probablement connaître des conditions plus désertiques, plus arides. Une des premières conséquences de ce changement climatique, c'est l'avancement en fait, du calendrier cultural. On était habitué à avoir un débourrement autour du mois de mars et puis des vendanges fin septembre. Je vais citer un viticulteur de Manosque, de Saint-Jean-les-Durance, le château Saint-Jean-les-Durance. J'ai vu un reportage hier où il disait, c'est qu'un jeune viticulteur de 37 ans qui a repris l'exploitation familiale et qui disait « Mon grand-père récoltait le 15 octobre, mon père récoltait le 15 septembre et moi cette année j'ai récolté le 30 août ». Donc c'est une réalité, cet avancement des dates des vendanges de manière assez considérable. Et ça pose un tas de questions puisque quand on avance les vendanges, souvent on avance aussi le débourrement, donc on va débourrer dans des périodes où il y a des risques importants de gel. D'ailleurs, malheureusement, on a eu des forts gels cette année, notamment dans les terroirs varois, avec des conséquences graves sur la production. Et puis en avançant les vendanges, on a une maturation qui se fait dans des températures beaucoup plus élevées, avec aussi quelque chose auquel on ne pense pas forcément, c'est la durée du jour qui n'est pas du tout la même. Et ça a forcément un impact sur la maturité du raisin. Bon, les conséquences, on commence à les documenter, à les connaître. Je vous invite à aller Il y a 2 ans, le CIVP avait organisé une rencontre très 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 intéressante à Marseille sur l'évolution du climat et les rosés. C'était les rencontres internationales du rosé. Je vous invite vraiment à aller vous documenter et aller plonger dans les actes de ce colloque, notamment sur les conséquences œnologiques que pourrait avoir le changement climatique sur nos rosés de Provence. Donc on a parlé un premier effet, c'est d'avoir des vendanges qui risquent de subir, tels les 10 plaies d'Égypte, des cataclysmes tout au long de la saison. Donc le gel, évidemment les risques de grêle, les risques de maladies qui sont changés, la canicule, la sécheresse, ça fait l'échaudage, etc. Donc avec des risques de dépérissement, ça c'est des vraies craintes sur le vignoble. Autre modification, ça va être tout simplement la couleur des vins, notre rosé de Provence qu'on a l'habitude de connaître avec des teintes pâles et dont on est bien fier. On a un risque d'avoir une modification de la couleur des vins. Donc quel vin pour demain? Le changement climatique risque aussi de déséquilibrer nos vins. On sait bien que un vin, c'est une question d'équilibre. Donc à partir du moment où le degré alcoolique change, puisque on constate que les degrés d'alcool augmentent au fil des années. Si le degré alcoolique change, en revanche, il peut y avoir des baisses d'acidité, donc des vins qui pourront paraître moins frais. Là aussi, c'est ces caractéristiques qu'on aime dans nos vins de Méditerranée.
Et puis une augmentation des tanins aussi qui est constatée. Donc tout ça, c'est assez bien connu. On sait qu'il y a, il y a ce type de risques qui sont devant nous. Et puis, c'est pas quelque chose de théorique, malheureusement, c'est quelque chose qu'on constate vraiment sur le terrain. J'ai fait une petite rétrospective des 4 dernières années, de 2017 à 2020. On voit que il n'y a pas qu'une question d'avancer des dates de vendange, c'est vraiment des phénomènes climatiques qui sont très erratiques et qu'on a beaucoup de mal à contrôler. Et toutes les années, en fait, ne se ressemblent absolument pas. Donc les vignerons font face à non seulement à une constante, c'est-à-dire la hausse de la température, mais en plus des phénomènes qui vont être très très variés suivant les années. Donc on va avoir 2017 qui va être une année historiquement sèche avec une longueur de sécheresse folle, mais qui a suivi un hiver avec un gel dévastateur. 2018 où il pleuvait tout le temps, même au plein cœur de l'été, donc avec un développement de maladies de mildiou considérable. 2019, tout le monde se souvient de la canicule du mois de juin qui a quand même fait des ravages dans certains de nos terroirs. Et puis cette année 2020 qui s'est caractérisée par un hiver sec, pas une goutte d'eau jusqu'au mois d'avril. Heureusement, un rattrapage un peu, on a eu un beau printemps, mais presque tropical, avec pas mal d'eau et puis très chaud. Et après une sécheresse estivale qui s'est installée. Je crois qu'à Riance, on a noté 76 jours sans pluie. Donc c'est assez complexe à gérer. Voilà, donc vraiment une caractéristique de ce changement climatique. On commence à en sentir un peu les traits principaux, hein, des risques de sécheresse, des coups de chaleur, des risques de gel, et avec surtout des années qui se suivent mais qui ne se ressemblent guère. Voilà, donc après ce constat pas très enthousiasmant, surtout dans une année 2020 marquée par le Covid et puis le manque de convivialité. Heureusement, des chercheurs, des instituts techniques, des vignerons, des agriculteurs se lèvent et essayent de trouver des solutions pour faire face. Alors aujourd'hui, on ne va pas tellement parler des solutions en œnologie, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent à la cave pour pouvoir maintenir des solutions pour avoir des vins de la qualité qu'on espère avoir, mais on va plutôt parler au vignoble. Et donc je me suis entourée d'un petit panel de complices avec qui j'ai la chance de travailler régulièrement, et donc on va pouvoir présenter certaines de ces solutions. Donc Juliette, qui représente ici le syndicat des Côtes de Provence, va nous parler des nouveaux cépages, de la sélection de nouveaux cépages adaptés à ces nouvelles conditions pour les appellations de Provence. Je reprendrai la parole au nom du Canal de Provence pour vous parler des trajectoires hydriques pour notre rosé de Provence. Samuel nous expliquera comment on peut, grâce à des ombrières intelligentes, réduire le stress climatique sur les vignes. Et Éric Minot, qui est à distance, j'espère, se connectera. Pour l'instant, on a des petits problèmes techniques, pour nous parler d'un projet européen qui est aussi très prometteur. Voilà, donc je laisse la parole à Juliette pour nous parler des cépages et du changement climatique. Je vais juste emprunter la télé. Ouais, je vais te passer ça. Et je te passe. Voilà, et je remets mon masque. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la... Alice, est-ce que tu peux... Ah oui, excuse-moi. Désolée. Je vais vous parler de la stratégie d'évolution de l'encépagement de l'appellation Côte de Provence. Donc, notre appellation représente 20 000 hectares, s'étend de Aix-en-Provence jusqu'à Fréjus. Et voilà, on a 3500 producteurs, 430 caves particulières et 40 caves coopératives. On fait principalement du rosé à hauteur de 90%. Et aujourd'hui, c'est vrai que les évolutions climatiques nous engagent à nous adapter et à trouver des nouvelles solutions. Donc, je ne vais pas refaire le point sur ce qu'Alice a pu présenter. Je ne sais pas si ça... Merde. Il y a un problème parce que... Non, c'est juste là. C'est moi qui vais trop vite. Non, c'est que le truc se lance pas. Petit problème technique, mais c'est rien du tout. Les conséquences du direct. Attends, je vais fermer l'autre peut-être. Pour continuer cette présentation,
En fait, on observe, là j'avais remis juste les précipitations entre avril et septembre, là j'avais pris une station météo de la Londe, on a une diminution de moitié de la quantité de pluie entre avril et septembre. Donc ça c'est la courbe verte. On a aussi couplé à ça une augmentation des températures, traduit ici avec l'indice de Huglin, et à partir de 1998 on passe à un climat chaud. Donc on a une diminution des précipitations et une augmentation des températures pile au moment où la vigne a besoin de se développer et a besoin de ressources pour développer son feuillage, faire de la photosynthèse et développer le raisin. Et principalement, on a des températures maximales qui augmentent. Donc ça a plusieurs conséquences sur nos vins, sur la qualité, parce qu'on a une augmentation des températures, oui. Une augmentation des degrés d'alcool et une diminution de l'acidité et une diminution des précurseurs qui nous intéressent pour la production de rosé. On a des conséquences sur les rendements. On a, comme l'a dit Alice, des rendements qui sont très fluctuants. Donc sur un marché dynamique comme le nôtre, c'est assez compliqué de ne pas avoir une production régulière. Et le troisième point sur la pérennité du vignoble, puisque les grands coups de chaud, la grêle, le gel entraînent des conséquences sur la mise en réserve et sur les flux de sève qui vont à terme entraîner la mortalité du cep. Donc pour pallier à ces problèmes, il y a plusieurs solutions qui sont étudiées et un des sujets portés par le syndicat, c'est l'évolution de son encépagement. On a toujours été une appellation qui a eu beaucoup de cépages, on en a 12 dans notre cahier des charges. Et l'idée, c'est aujourd'hui de choisir de nouveaux cépages pour préparer le futur. Donc je vais vous présenter deux cépages principalement, le Caladoc et le Rousselli. Ça fait 5 ans qu'on travaille dessus, mais également 5 cépages étrangers qu'on va faire rentrer d'ici l'année prochaine dans le cahier des charges. Donc le Caladoc et le Rousselli. Le Caladoc est un cépage, donc c'est un croisement entre le Malbec et le Grenache, qui est implanté dans plusieurs appellations françaises. Et le Rousselli est un cépage autochtone, provençal, assez rustique et qui est déjà implanté dans le territoire provençal. Donc l'idée pour caractériser les cépages par rapport aux évolutions climatiques, l'évolution climatique c'est quelque chose qui est très multifactoriel. Donc aujourd'hui je vais juste prendre quelques indicateurs et sur ces indicateurs simples montrer si ces cépages sont plus ou moins adaptés aux évolutions climatiques. Le premier indicateur qu'on a choisi, c'est la fertilité et la régularité de la production. Alors la fertilité, ça passe par une bonne floraison et donc un bon développement des pépins dans la baie. Donc on a regardé le nombre de pépins par baie et le poids de chaque baie pour voir si le cépage était plutôt homogène ou plutôt hétérogène. Là, en rose, vous avez le Rousselli, en vert le Grenache et en bleu le Caladoc. Ce qu'on observe, c'est que le Rousselli, c'est un cépage à grosse baie. Il a des baies quasiment 2 fois plus grosses que les 2 autres cépages. Et il y a une assez grande diversité pour des baies qui ont un pépin. Il y a un poids des baies qui est très... il y a des baies qui font 2 grammes comme 6 grammes. Et on a aussi cette tendance à, si on a plus de pépins, la baie va être plus grosse. On retrouve cette tendance également sur le Grenache. Et le Caladoc, quant à lui, il a un comportement assez différent. Il a en moyenne plus de pépins. Et aussi, c'est beaucoup plus homogène. La taille des baies est beaucoup plus homogène. Donc on peut se dire, vu ces résultats, le Rousselli va être beaucoup plus irrégulier, le Caladoc très peu irrégulier, et le Grenache va être entre les deux. Et quand on dézoome un peu, au lieu d'être à l'échelle de la baie, on se met à l'échelle de la grappe et du pied de vigne, en fait c'est le Grenache qui est plus hétérogène. Si on prend là le graphique en haut à gauche du poids de 200 baies à la vendange, sur nos 5 années d'expérience, c'est le Grenache qui a la plus grande variabilité. Donc en fait, le Rousselli, lui, il va être hyper hétérogène au sein des baies, mais à l'échelle de la grappe, ça compense. Également, au niveau du nombre de grappes par pied, on a un nombre de grappes qui est sensiblement le même pour les 3 cépages, avec une variabilité un peu plus importante pour le Rousselli, mais en soi, c'est assez similaire. Et enfin, au niveau de la coulure, on a en fait le Grenache qui lui aussi coule beaucoup plus. Donc cela va entraîner aussi des hétérogénéités dans les rendements. Donc nos 2 cépages ont des comportements très différents, mais les 2 en fait garantissent une certaine régularité de production. Le deuxième indicateur qu'on a choisi d'utiliser, c'est le stress hydrique, évidemment. Donc on travaille avec le canal de Provence, ils ont installé des capteurs de flux de sève. Là ça fait 2 ans sur les parcelles, avec à chaque fois le cépage à l'étude et le Grenache témoin. Donc les capteurs de flux de sève peuvent donner la transpiration réelle du pied à un instant T et nous donner un indice de confort hydrique.
Donc si on regarde cet indice de confort hydrique, là j'ai pris l'année 2019 parce que c'est une année de très forte sécheresse. Donc c'était pour voir les grosses différences. Ce qu'on voit là, en rose clair, vous avez le rousselli et en rose plus foncé, le grenache. Ce qu'on observe, c'est que le rousselli va transpirer énormément. Il a un comportement qui est plutôt dianisohydrique, c'est-à-dire qu'il va continuer à transpirer même en contrainte hydrique forte. Alors que le grenache, lui, va avoir tendance à fermer ses stomates, arrêter sa photosynthèse dès qu'il est en stress important. Mais en fait, l'indice de confort hydrique du rousselli, même s'il transpire beaucoup, il va rester plutôt à l'aise, même en conditions extrêmes. Donc ça a un vrai intérêt puisqu'il continue à faire de la photosynthèse, les baies continuent à se développer, mais il reste bien et l'indice de confort hydrique est correct. Pour ce qui est du caladoc et du grenache, le caladoc va avoir un comportement sensiblement similaire au grenache, c'est normal, c'est un de ses parents, donc on voit la même dynamique. Ce qui est intéressant ici, c'est que le grenache à un moment va lâcher, on va avoir une chute forte. Et le caladoc va avoir la même chute avec la même pente, mais une semaine après. Et cette semaine, elle arrive là pendant les vendanges, ce qui peut être crucial et qui peut vraiment déterminer une vendange plus ou moins réussie. Donc nos deux cépages ont l'air d'avoir un intérêt fort au niveau de la tolérance au stress hydrique. Le dernier point, le dernier indicateur aujourd'hui, c'est l'équilibre des vins. Donc là, c'est l'équilibre sucre sur acide. On voit que les cépages donc, à l'étude sont dans les mêmes ordres de grandeur que nos cépages actuels du cahier des charges. Et aussi l'aromatique est similaire. Donc ils vont pouvoir s'intégrer facilement en fait, aux assemblages de notre appellation. On voit que le rousselli a un degré d'alcool qui est plus faible et de l'acidité qui est un peu moins forte que le grenache et le caladoc, mais intéressante. Donc on a des cépages qui peuvent complètement s'intégrer. Donc voilà, ces deux cépages ont un intérêt face aux évolutions climatiques. Et on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer l'expérimentation et l'INAO nous a permis, en fait, depuis l'année dernière, elle a mis en place un protocole pour nous permettre d'expérimenter un peu plus. Donc l'idée, c'est de se rapprocher, en fait, d'avoir des acidités plus importantes et des degrés d'alcool plus petits. Donc de se rapprocher du coin en haut à gauche. On a travaillé avec le Centre du Rosé, la Chambre d'agriculture, l'IFV, l'INRA, des chercheurs étrangers pour déterminer quel cépage serait potentiellement bien pour l'appellation, et on a choisi 5 cépages. Et ces 5 cépages, là je vous ai un peu mis où est-ce qu'ils se plaçaient par rapport aux autres. Donc on a cette volonté d'aller un peu vers l'acidité et vers la baisse d'alcool. Donc voilà les futurs cépages qui seront testés dans l'appellation. Donc les cépages, c'est le Mocho Filero, le Verdero, le Nero d'Avola, le Xinomavro et l'Agengitico. Donc ils ont des noms un peu barbares. Pas facile à dire. Pas facile à dire, je me suis entraînée. Et donc c'est des cépages qui sont grecs, espagnols ou italiens. Et donc ils vont pouvoir être plantés d'ici 1-2 ans dans l'appellation. Et j'espère dans 5 ans avoir les mêmes résultats encourageants que pour le caladoc et le rousselli. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Juliette pour cet exposé. Est-ce que Stéphanie, tu as reçu peut-être des questions ? Alors, on a une première question. Donc, à quelle échéance et sous quelles conditions ces cépages rentreront dans le cahier des charges ? Alors, en fait, c'est 2 dispositifs différents. Le caladoc et le rousselli, on a eu besoin de 5 ans d'expérimentation. Et au bout de ces 5 ans, il y a une décision d'entrée définitive dans le cahier des charges. Ils vont pouvoir rentrer à hauteur de 10% de l'encépagement et dans les règles d'assemblage classiques. Donc là, le dossier va être déposé et on espère que l'année prochaine, ça aboutira. Et pour les cépages étrangers, c'est un dispositif, on va pouvoir les expérimenter pendant 10 ans. Ils pourront être intégrés à hauteur de 5% de l'encépagement et 10% des assemblages. Et donc là aussi, on espère d'ici l'année prochaine que ça aboutisse, qu'on ait tout en même temps. Donc voilà, c'est en cours. Merci. D'accord. Comment choisir les 5 cépages étrangers ? Comme on a choisi les 5 cépages étrangers, en fait, on est parti d'un pool de 52 cépages potentiels, avec tout. Des cépages traditionnels français, plutôt rustiques, des cépages étrangers. Donc on a voulu avoir ce panel-là, et on a pris des critères en fait, importants pour nous, la tolérance à la sécheresse, le maintien des acidités, et on a classé ces critères dans 3 zones, 1, 2, 3, et on a donné une note à chaque cépage. Donc ça a permis de faire un premier tri. Ensuite, on a fait un deuxième tri en appelant les chercheurs, en ayant leur avis, en se concertant. Et ensuite, on est arrivé au fur et à mesure à épurer la liste pour arriver à 5 cépages.
Merci. Et enfin, compte tenu des changements climatiques récents, est-ce que vous avez constaté des baisses de volume? Alors, comme l'a dit Alice, en fait, c'est des baisses de volume. En fait, on a des années très, très hétérogènes. Donc effectivement, ça fait 5 années qu'on a quand même des années un peu compliquées. La dernière année où il y a eu une grosse récolte, c'était en 2014. Et depuis, ça fluctue beaucoup. Donc c'est vrai que cette année va être aussi une petite récolte. L'année dernière, il y a eu du mildiou, donc la sécheresse, pardon. La sécheresse, récolte un peu plus haute, mais pas beaucoup. Donc oui, effectivement, en fait, on observe cette baisse, mais surtout là, on observe des grandes variations, surtout ces dernières années. Ouais, et effectivement, c'est pas évident pour la filière de trouver des marchés, d'assurer la rentabilité de l'ensemble avec ces effets de yo-yo. Merci beaucoup Juliette. Voilà, première piste très encourageante pour maintenir l'agriculture provençale et la viticulture provençale en place. Alors je vais reprendre la main. Voilà, donc je reprends. Donc vous pouviez peut-être vous poser la question, pour ceux qui connaissent la Société du Canal de Provence, on est assez connu pour nos aménagements hydrauliques. Donc on apporte l'eau dans la région. Donc vous pouvez vous demander pourquoi le Canal de Provence va animer comme ça une conférence sur le vin. C'est pas notre cœur de métier a priori. Et pourtant, du fait probablement du changement climatique, et puis aussi des évolutions de la demande sur des vins plus légers, du rosé, etc. Depuis plusieurs années, on a vraiment, sur les réseaux du Canal de Provence, on a une demande très forte en irrigation pour la vigne. Voilà. Dans l'imaginaire collectif, on n'irrigue pas la vigne, et pourtant, on irrigue de plus en plus la vigne. Et on a besoin, on voit bien avec ces changements climatiques, de l'irriguer de plus en plus. Donc, on s'est posé la question pour faire des aménagements. Il y a 20 000 hectares dans le Var de vignes qui attendent de pouvoir potentiellement être irrigués. Il faut bien comprendre les besoins en eau de la vigne, être au plus près pour pouvoir apporter l'eau qui sera nécessaire et pas plus dans nos futurs aménagements. Donc c'est pour ça qu'on a lancé depuis quelques années, puis ça s'est vraiment accéléré cette année, un projet qu'on a appelé Objectif Rosé, comme Objectif Lune, pour essayer de comprendre quelle était la trajectoire hydrique un peu idéale pour le rosé de Provence, dans un contexte évidemment de changement climatique. Et donc c'est ce projet que je vais vous présenter maintenant. Donc tu en as parlé Juliette, depuis quelques années on travaille pour essayer de mieux comprendre en fait les besoins des plantes. On travaille avec un capteur un peu particulier qui est le capteur de flux de sève. Donc on l'installe directement, au lieu d'essayer de comprendre quels sont les besoins en regardant le sol, le climat, etc. On va se placer, le juge arbitre, ça va être le végétal. Donc on installe un capteur sur le végétal et on va pouvoir suivre la transpiration en temps réel. Et donc savoir si tout se passe bien ou s'il y a un stress qui est en train de se marquer. Donc ce qu'on observe quand on installe une plante avec ce type de capteur, c'est qu'on a quand il y a de l'eau dans le sol et puis que le climat n'est pas trop séchant, on va avoir une courbe de transpiration. La vigne se réveille le matin avec le soleil. Le pic de transpiration est au midi solaire et puis doucement, avec le soleil qui redescend, la transpiration diminue dans la journée. Dès qu'on commence à avoir un stress hydrique, un peu moins d'eau dans les pieds, un climat un peu trop fort, on va avoir une courbe de transpiration qui va être différente. La vigne va transpirer moins que ce qu'elle pourrait potentiellement transpirer. Elle va s'arrêter de transpirer plus tôt dans la journée, jusqu'à ce qu'elle puisse, si elle est vraiment en situation de stress, qu'on ait presque un arrêt total de la transpiration. Et donc avec cette mesure de la transpiration en temps réel, on peut déterminer, c'est ce qu'on fait avec nos collègues de la société Fruition Sciences, un indice de confort hydrique, c'est-à-dire qu'est-ce que je transpire par rapport à ce que potentiellement je pourrais transpirer. Et c'est ça qui va être déterminant. On sait bien que la vigne a besoin d'un peu de stress hydrique si on veut faire un vin de qualité. Donc on va aller suivre au fil de la saison ce qui se passe et quel est le confort hydrique vraiment en temps réel de la vigne. Donc ça fait depuis 2016 qu'on a commencé à travailler là-dessus. Et donc on a pu déterminer
un premier profil hydrique de la vigne. À quel moment, enfin pour une destination rosée, évidemment, vous n'avez pas le même degré de stress pour un vin rouge, un vin de destination, une vigne qui va faire du rouge ou une vigne qui va faire du rosé. Donc on a vraiment commencé à déterminer avec les vignerons, avec les syndicats d'appellation, avec les chambres, etc., un profil un peu typique des rosés de Provence. Et on a pu comparer l'effet de différentes modalités de pilotage, se rendre compte qu'en fait, on pouvait significativement reculer les premières dates d'irrigation. Et puis, on pouvait surtout, en espaçant les apports, s'appuyer sur la capacité naturelle de la vigne à résister à la sécheresse et construire sa résistance au stress hydrique au fil de la saison. Et donc, on a voulu aller plus loin pour affiner ces trajectoires de déficit hydrique, pour avoir vraiment un pilotage de l'irrigation orienté rosé. Ce qui va nous guider dans nos déterminations de seuil, c'est à la fin la destination du produit. Donc, bien sûr, maintenir un certain rendement, ça c'est évident, mais surtout avoir des paramètres de qualité qui vont permettre de faire un vin destination rosé. Donc pour faire ça, on s'appuie un peu sur de la data science. Donc la première chose, c'est d'aller collecter des données dans un réseau dans la région, et puis modéliser, faire beaucoup il y a beaucoup d'expertise scientifique sur ces données, pour pouvoir après, on espère pouvoir restituer le fruit de ces modélisations, de ces simulations, et accompagner les producteurs à un pilotage de l'irrigation, ou en tout cas une compréhension des phénomènes beaucoup plus fine. Donc pour ça, on a installé un réseau régional de mesures. Donc on a 36 sites qui sont sur l'ensemble de la région. C'est des sites qu'on a installés avec notre partenaire Fruition Science qui a développé cette méthodologie, mais avec le Centre du Rosé, l'IFV, qui a des projets de détermination, des projets vitirosés qui essaient de déterminer les pratiques culturales adaptées au vin rosé. Donc on a équipé ces parcelles avec nos dispositifs. Les parcelles de Caladoc et de Rousselly du syndicat des vins de Provence. Les coteaux varois sont aussi impliqués, les chambres d'agriculture, l'ICV qui a aussi une parcelle qui est suivie dans ce dispositif. Donc dans ce réseau régional de mesures, on va aller suivre dans les différentes périodes. Donc on part du débourrement, la période de développement de la surface feuillière, les périodes où s'installe le stress hydrique, généralement en été, la période d'accumulation des sucres et la période d'accumulation des polyphénols jusqu'à la vendange. On va aller vraiment suivre tout ce qui se passe, aussi bien au niveau état hydrique, donc avec ces fameux capteurs de flux de sève, pour vraiment mesurer le stress hydrique en continu. On mesure l'irrigation, on récupère les données d'irrigation, ce qu'on a installé sur la vingtaine de parcelles qui est irriguée, des compteurs connectés. Donc on récupère l'information d'irrigation pour ne pas perdre cette information précieuse. Il y a une partie des parcelles qui sont irriguées et des parties qui ne sont pas irriguées. Le but est vraiment d'essayer de comprendre les trajectoires. On récupère de la donnée météo, on suit aussi la cinétique d'accumulation de l'azote. C'est extrêmement important, surtout sur les vins rosés, d'avoir une bonne accumulation de l'azote, parce que c'est aussi la condition des précurseurs aromatiques. Enfin, ça, Juliette, tu pourras répondre si jamais il y a des questions là-dessus. On suit les cinétiques de maturité, l'accumulation en sucre, pour éviter que s'il y a un stress hydrique trop marqué, il va y avoir des arrêts de chargement en sucre qu'on va pouvoir noter. Et puis évidemment, on suit le rendement et la vigueur des parcelles. Donc tout ce dispositif, toutes ces données sont centralisées sur notre application SCP AgriData, qui permet de collecter des données multisources, multi-capteurs. Et donc ça nous permet déjà d'organiser ces données et de les restituer aux hébergeurs de nos sites et puis aux partenaires du projet. Donc je ne vais pas vous présenter les résultats de ce projet, parce que d'abord il faut qu'on digère un peu toutes les données, toutes les informations qu'on a recueillies, et j'espère qu'on pourra prochainement vous proposer une conférence un peu plus détaillée avec l'idée vraiment de partager les résultats, mais de rappeler notre ambition dans ce projet, c'est bien de mieux connaître les besoins en eau de la vigne pour savoir y répondre demain sur les aménagements existants du canal de Provence, mais aussi sur les aménagements à venir, pour pouvoir dimensionner au plus près des besoins les ouvrages.
Quelque chose aussi qu'on a pu vraiment noter depuis 4 ans qu'on a initié ces démarches, c'est qu'il y a une différence entre le stress hydrique, qui est un manque d'eau dans les sols, et le stress climatique, qui est un excès de sécheresse dans l'air. Et qu'en fait, avec l'irrigation, on peut régler peut-être une partie, quand on parle de stress hydrique, on peut remettre de l'eau dans le sol et donc réactiver la transpiration. En revanche, on va un peu limiter les effets de la sécheresse de l'air, mais on ne peut pas tout résoudre. Donc c'est aussi pour ça qu'on a lancé des expériences de brumisation. Un peu, je dis souvent, c'est comme les salades dans les supermarchés, même si l'image n'est pas très flatteuse, mais c'est l'idée de peut-être, enfin, ne pas irriguer et d'avoir des petits pulse d'eau. Vous voyez, il y a une petite photo sur la droite, au château. C'est dans un château dans le Var, où on a vraiment des effets fous, des effets de sécheresse de l'air très très marqués. Donc on vaporise pendant les heures les plus chaudes de la journée un tout petit peu d'eau. Donc en consommation en eau, en fait, c'est assez faible. Et en revanche, il y a un vrai effet sur la température. Donc là aussi, j'espère qu'on pourra vous présenter. Les premiers résultats sont encourageants. En tout cas, sur la taille des grappes, c'est clair. Mais j'espère que sur la qualité du vin, ce sera la même chose. Et puis l'idée de toute cette collecte de données et de ce partenariat, c'est bien de modéliser des comportements de la vigne pour pouvoir aussi apporter de l'information au cours de la saison et apporter de l'information au plus grand nombre. Donc j'ai remis là en tout petit l'adresse de notre observatoire provençal. La SCP diffuse de l'information, c'est libre d'accès aux différentes filières de la région. Il n'y a pas que la vigne. Le lavandin, le blé dur, etc. Donc n'hésitez pas à vous connecter et on espère pouvoir restituer le maximum d'informations pour aider les vignerons à prendre des décisions éventuellement d'irrigation, en tout cas des décisions au bon moment. Voilà, donc d'ici, le projet va continuer jusqu'en 2022. J'espère qu'on aura des beaux résultats d'ici là. Donc je ne sais pas si j'espère qu'il y a du monde connecté et passionné par nos échanges. Stéphanie, as-tu des questions ? Alors tout à fait, j'ai une première question. Pensez-vous que l'irrigation soit la principale réponse au changement climatique ? Oui, alors effectivement, c'est aussi pour ça qu'on a voulu ce panel un peu diversifié. L'irrigation, c'est une des solutions parmi un panel de solutions. Et comme je l'ai dit, ça ne va pas résoudre... ça ne résoudra pas toutes les questions. Les questions d'excès de température ne seront pas réglées, probablement, seront peut-être atténuées par de l'irrigation, mais ce ne sera pas du tout la seule solution. Donc, je vais parler un peu de brumisation, mais Samuel va nous parler prochainement des ombrières. Donc, comment atténuer le stress climatique sur les vignes, c'est au moins tout aussi important que l'irrigation. Et puis, c'est évident que du travail sur le sol, sur l'architecture de la taille, enfin, on a plein de vignerons avec qui on travaille qui cherchent des adaptations. Je connais un vigneron à Bandol qui essaye de tailler différemment ses vignes pour que ça fasse une espèce d'ombrage naturel autour de ses grappes. Donc tout ça, c'est des solutions qui sont prometteuses et qui vont venir peut-être en complément de l'irrigation ou en remplacement de l'irrigation. Merci. Donc autre question, n'avez-vous pas peur que l'irrigation détériore la qualité des vins ? Ah oui, alors ça c'est souvent c'est quelque chose c'est un risque, un risque qui a été avéré dans le passé. Et c'est bien pour ça qu'on met en place ces recherches, parce qu'on recherche un équilibre. Il est essentiel de maintenir la production, on a vu, pour des raisons économiques évidentes, mais c'est vraiment... irriguer trop tôt, irriguer trop souvent, ça peut complètement détériorer la qualité du vin, ou ça peut même détériorer la capacité des vignes à résister naturellement à la sécheresse. Donc c'est pour ça qu'on est engagé dans ce type de recherche pour éviter ces travers qu'on pourrait avoir avec l'irrigation. Et on ne veut surtout pas que ça fragilise la vigne, on veut plutôt travailler avec elle à une adaptation. Merci. Et enfin, une dernière question. Y a-t-il une ressource en eau disponible pour l'irrigation de la vigne ? Alors, je ne vais pas parler pour toutes les régions du monde. Je sais que en Provence, on a la chance d'avoir des anciens qui ont fait de belles réserves dans les Alpes et des beaux ouvrages, des canaux qui permettent de transférer cette eau des Alpes vers nos terroirs plus arides. C'est le cas des eaux du canal de Provence, où la ressource du barrage
du verdon essentiellement est importante, et on utilise en fait une partie de cette ressource. Et même si on devait, quand on irriguera, quand on apportera de l'eau à l'ensemble de la viticulture varoise, j'espère dans un temps pas trop éloigné, la consommation en eau par rapport à la ressource disponible sera très très faible en fait. Voilà, donc, en tout cas, d'abord sur les ressources au canal de Provence, on dirait, il n'y a pas un enjeu ressources important. L'enjeu, c'est de pouvoir amener l'eau là où on en a besoin, et ça, c'est un vrai défi. Sur d'autres ressources plus fragiles, c'est aussi pour ça qu'on essaye de trouver les solutions les plus optimum, les plus économes en eau, pour éviter de mettre en danger des ressources en eau locales qui seraient plus fragiles. Voilà. Donc pour nous, on a grâce à ces ouvrages une belle assurance. On dit souvent que le canal de Provence a mis et les autres ouvrages, ici dans le Vaucluse, il y a beaucoup de canaux, on dit que ça met nos terroirs à l'abri de la pénurie. En cas de sécheresse, on est à l'abri de la pénurie d'eau. Et il y a beaucoup plus de problèmes de gestion de l'eau actuellement dans les vignobles champenois ou bourguignons que dans nos vignobles provençaux. Voilà. Merci pour ces questions. Je vais passer la main à Samuel de la société Ombrea, qui autre solution d'adaptation au changement climatique, c'est comme son nom l'indique, peut-être de réduire la pression climatique avec un peu d'ombre. Donc on a la chance de travailler depuis 2017 avec Ombrea sur un site à Rions. Donc c'est pour ça que j'ai invité Samuel à nous présenter sa solution prometteuse. Samuel, à toi. Merci Alice. Bonjour à tous, merci à ceux qui nous regardent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Ombrea, qui est une solution d'ombrière photovoltaïque à destination des cultures de plein champ, dont la vigne. Donc Ombrea, c'est une société qui est basée à Aix-en-Provence et qui a été créée par un agriculteur. Et aujourd'hui, on est 25 collaborateurs d'horizons un peu différents, mécanique, informatique, parce qu'on va parler beaucoup de données, ingénieurs en agronomie, des biologistes également. Et l'ensemble de ces personnes travaillent à proposer un outil innovant pour protéger la vigne, la viticulture, en particulier en Provence, contre les effets du changement climatique. Donc je ne reviendrai pas sur les effets du changement climatique, ils ont beaucoup été abordés durant toutes les premières interventions. Je vais surtout présenter la solution Ombrea, présenter un petit peu les premiers résultats d'expérimentation qu'on a et qu'on mène avec la Société du Canal de Provence et avec l'Institut français de la vigne et du vin. Et puis terminer en expliquant comment se déroule notre partenariat avec la Société du Canal de Provence. Puisqu'il s'agit d'un outil assez innovant et que ce serait compliqué de vous l'expliquer avec des mots, je vais vous montrer quelques images, donc, avec une petite vidéo qui dure 30 secondes que je vais vous commenter. Donc, c'est cette première installation que vous voyez, celle qu'on appelle Rions 1, c'est la première installation qu'on a mise sur de la vigne déjà en place, donc où on fait du suivi expérimental. Cette deuxième installation que vous voyez donc avec ces vues de drone, qu'on appelle Rions 2, on est basé sur la commune de Rions dans le Var. C'est une installation qui a été mise en place sur un plantier de manière conjointe avec le plantier. On a adapté la plantation de la vigne de manière à ce que l'ensemble de la parcelle puisse être récolté avec des machines. On a adapté également les hauteurs, les interrants, etc. Donc, Ombrea, c'est avant tout un outil agricole. Donc le but de ces panneaux qu'on va mettre par-dessus les cultures, c'est de créer un microclimat pour la culture qui sera favorable à sa croissance, qui sera favorable à établir des vendanges de qualité et avec un rendement acceptable sans les problématiques hydriques qu'on peut trouver de plus en plus dans le contexte actuel. En plus de protéger en créant un microclimat donc qui va éliminer les risques climatiques extrêmes tels que les fortes sécheresses, les sécheresses longues, les températures élevées pendant des durées de 3, 4, 5 jours ou également les autres intempéries comme les orages de grêle par exemple. En ayant cette structure qui va porter les panneaux, on a également une structure qui peut être le support d'autres développements pour par exemple des filets anti-grêle. Donc vous aurez quelques photos sur la suite de la présentation, mais on peut adapter différents outils sur la structure de l'ombrière. Et enfin, c'est un outil agricole parce que l'agronomie elle est centrale dans le développement de la solution Ombrea.
Donc les équipes d'Ombrea composées de biologistes, d'agronomes sont accompagnées par des spécialistes de l'Institut français de la vigne et du vin. On fait aussi des partenariats comme on le fait avec la Société du Canal de Provence pour avoir cette expertise correspondant à la culture de la vigne. Et donc du coup l'idée c'est de pouvoir avoir un outil adapté aux besoins des agriculteurs en termes de technique, en termes de mécanisation et aussi sur la partie données météorologiques et création d'un pilotage adapté. Je reviens sur le pilotage juste après, mais je fais un petit topo sur la structure. Donc il s'agit d'une structure qu'on va mettre sur des cultures de plein champ en acier galvanisé, donc qui est dimensionnée et qui est conçue pour durer plusieurs décennies. On a une implantation sur la parcelle qui se fait grâce à des vis de terre qui descendent dans le sol sur des profondeurs de l'ordre de 1,50 m à 2 mètres en moyenne, mais on peut descendre beaucoup plus bas si besoin. On peut adapter aussi ces vis de terre en mettant plutôt des pieux battus si on est sur des sols plus rocailleux. Ça permet de ne pas avoir à mettre de béton dans la parcelle, donc tout est entièrement réversible à l'issue de l'utilisation de l'ombrière. La parcelle est restituée en l'état. Donc la structure est faite pour résister dans les conditions de vent, de neige, de pluie qu'on peut avoir en région. Notamment, on la dimensionne selon les Eurocodes, donc qui sont les normes de construction, et l'aubanage qu'on met sur la structure permet de reprendre les efforts, de les reprendre et de maintenir la stabilité. Donc le principe de ces ombrières, vous l'avez peut-être un peu vu sur la vidéo d'introduction, c'est qu'elles sont dites intelligentes ou pilotables, c'est-à-dire que les panneaux photovoltaïques de l'ombrière peuvent se déployer et se rétracter. Donc ça, c'est permis grâce à un mouvement impliqué par un moteur en bout de rangée qui va, grâce à un système de câbles, permettre le déploiement ou la rétractation des panneaux. Et ce mouvement des panneaux se fait grâce à un système breveté par Ombrea, donc un système de galets sur rail qui demande très peu d'énergie. La consommation énergétique est très faible, la consommation énergétique du système est très faible, et l'usure également, puisqu'il y a très peu de frottement et de résistance grâce à ce système. Et donc enfin, le but c'est d'aboutir à ce déploiement des panneaux lorsqu'on a besoin de protéger les cultures. Donc on a parlé un petit peu de données. Pourquoi les données sont importantes avec le système Ombrea? C'est parce que le pilotage de l'ombrière se fait en fonction de ces données climatiques sur la parcelle. On a une petite station météo qui est installée avec des données comme la pluviométrie, la température de l'air, l'hygrométrie, la température et l'humidité aussi dans le sol, et aussi une donnée importante qui est la luminosité via ce qu'on appelle la PAR, la partie photosynthétique du rayonnement lumineux. On capte toutes ces données-là. Et lorsque la combinaison de ces données ou l'une de ces données devient problématique pour la culture, lorsque l'environnement devient stressant, les données vont demander à un algorithme de mener une action qui va être de déployer les panneaux et donc de créer de l'ombre pour recréer ce microclimat. Donc, comme je vous le disais, la structure, au-delà de créer un microclimat, elle est aussi présente pour pouvoir soutenir d'autres outils. Donc c'est pas quelque chose de très courant de mettre des filets anti-grêle sur de la vigne, mais avec ce type d'outil, on peut plus facilement et plus économiquement aussi mettre en place ce type de protection. Donc là, les photos que vous avez affichées, c'est sur notre parcelle expérimentale de Riance dans le Var, où on a adapté des filets classiques sur la structure Ombrea. Donc pour affiner notre connaissance du comportement de la vigne sous ombrière, on tient beaucoup à travailler avec des partenaires qui sont experts de ces thématiques. Donc notre démarche R&D, elle est vraie pour la vigne, mais elle est vraie pour les autres cultures sur lesquelles on travaille. On cherche à s'entourer des référents sur ces thématiques. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec l'Institut français de la vigne et avec la Société du Canal de Provence. Les objectifs de l'expérimentation qu'on a mis en place à Riance, donc je vous renvoie à la vidéo du début de la présentation, c'était de caractériser l'impact du système Ombrea sur la physiologie et le cycle de la vigne, sur les dates des différents stades qui sont dans un contexte de changement climatique évolutif. On va voir comment le fait de pouvoir modifier le microclimat de la parcelle va jouer là-dessus. On va chercher à regarder les besoins hydriques de la vigne, comment les flux hydriques sont influencés par un microclimat différent, par une évapotranspiration qui va aussi être différente.
Et on va aller jusqu'au bout de la démarche en regardant l'impact sur le rendement, sur la qualité, sur les composantes de qualité que sont l'acidité, le taux de sucre, les anthocyanes et j'en passe. Le but au final c'est de connaître le comportement de la vigne sous ombrière, mais aussi d'avoir le pilotage qui soit le plus finement adapté aux besoins de la vigne. Je précise que la vigne de cette parcelle expérimentale est du Caladoc, donc ça fait aussi partie du package d'amélioration qu'on essaye de mettre en place. Donc c'est tout un ensemble de solutions qui vont bien ensemble. Le suivi agronomique et climatique, donc c'est toutes les données qu'on peut avoir à part nos capteurs qui sont sur la parcelle, qui servent au pilotage, mais qui servent aussi à avoir une connaissance de la gestion de ce microclimat. Et ensuite, on va faire des relevés de la phénologie, de la physiologie de la vigne, grâce à différentes mesures, différents indicateurs, la croissance des apex, la croissance foliaire, etc. Donc ça fait 2 saisons qu'on vendange sous ombrière, avec 2019 et 2020. C'est des années climatiques qui ont été assez différentes, mais sans rentrer forcément dans le détail du résultat, puisque pour 2020 on est encore dans l'analyse, c'est encore très, très chaud. On a pu dégager des tendances assez intéressantes de la vigne sous ombrière, notamment la croissance végétative qui était influencée. On l'a vu notamment sur la parcelle de plantier, donc c'est la photo qui vous est représentée. Vous avez la zone témoin qui est à la gauche de l'ombrière et la zone sous ombrière qui ont eu un développement végétatif très différent, avec beaucoup plus de végétation, de parties foliaires sur la partie sous ombrière. On a eu également sur ces 2 années, 2019 comme 2020, un décalage de maturité pour la vendange. Donc là, c'est plutôt la parcelle qui est déjà en cours d'exploitation et qui a été vendangée sous ombrière à peu près 1 semaine plus tard que la parcelle hors ombrière, donc avec une maturité technologique qui était équivalente. Et on a également noté une influence sur les besoins hydriques de la vigne, donc notamment grâce à une instrumentation de la parcelle avec des capteurs de flux de sève, donc qui nous montre que le stress hydrique pour la vigne sous ombrière arrive plus tardivement que pour la vigne hors ombrière et surtout est moins intense. Et enfin, donc on va travailler sur tous les indicateurs de rendement et de qualité. Donc les résultats sont en cours d'analyse. On travaille avec l'Institut français de la vigne et du vin et la SCP sur ces résultats-là. Donc je vous invite à suivre un peu nos travaux. D'ici quelques mois, on aura les résultats de ces expérimentations. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir proposer un modèle économique vertueux qui crée une synergie entre la protection des cultures, l'agronomie et également la production d'énergie à un niveau local, d'énergie durable à un niveau local. Il faut savoir que la présence de panneaux photovoltaïques est avant tout là pour pouvoir financer l'installation, mais que ça permet de créer de produire de l'énergie à un niveau local, donc c'est la cerise sur le gâteau. Ça reste avant tout un outil agronomique et c'est pour ça qu'on met beaucoup d'importance dans ces expérimentations qui sont amenées à perdurer encore pour quelques années. Et je compléterai avec le fait que l'ambition d'Ombrea et de la Société du Canal de Provence pour le développement de cet outil, elle s'est renforcée avec un partenariat qui a abouti à la création d'une société commune. Donc au-delà de l'aspect expérimental, on cherche vraiment à trouver une solution pour apporter cet outil aux agriculteurs, donc au niveau de la Provence, en travaillant main dans la main avec la Société du Canal de Provence. Je vous remercie. Merci Samuel. Effectivement, la SCP et Ombrea ont signé il y a 2 jours la création d'une société commune pour porter des projets de ce type qui sont prometteurs, hein, mais des projets à la fois avec des phases expérimentales très marquées, comme on a ensemble à Riance, éventuellement sur d'autres cultures que la vigne, et puis des projets peut-être un peu dès que disons que les trajectoires de suivi seront bien calés, des projets à déployer un peu en routine auprès de viticulteurs et d'agriculteurs. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus sur ces beaux projets. Stéphanie, est-ce que nombreuses personnes qui nous
visionne en ce moment. On a des questions pour Samuel. Alors oui, on a plusieurs questions. Donc, premièrement, comment vendanger les vignes qui sont sous ombrière? Alors, c'est une très bonne question. D'ailleurs, l'image que vous avez affichée peut vous interpeller parce qu'effectivement, on a sur cette installation des poteaux qui sont sur les rangs des ombrières. Donc, il s'agit d'une installation expérimentale qui nous a permis aussi de montrer qu'on pouvait mettre en place l'ombrière sur une ville, sur une vigne déjà établie, puisque la parcelle de Caladoc était déjà plantée depuis 3 ans. En revanche, sur l'autre installation que vous avez pu voir en vue aérienne sur la vidéo, on a adapté la plantation de la vigne de manière à ce que l'ensemble soit mécanisable, qu'une machine à vendanger puisse passer en dessous, donc les hauteurs sont adaptées. Et également, on a adapté avec un interrang, intervalle régulier qui était un peu plus large, dans lequel on pouvait mettre les poteaux des ombrières. Donc la synergie est complète sur cette installation, il n'y a pas de problème de mécanisation. Merci. Peut-on mettre en place une installation sur une vigne en place? J'ai en partie répondu du coup à la question, mais effectivement oui, on l'a fait sur cette parcelle expérimentale. On a des projets qui sont en train de se monter et pour lequel on utilise justement un système de montage qu'on appelle modulaire, c'est-à-dire qu'on va préassembler certaines parties de l'ombrière, notamment la partie supérieure. On va les préassembler, elles seront en bordure de parcelle et grâce à un système de levage, on va venir installer ces panneaux, cette table, la partie supérieure, on va venir l'installer sur les poteaux qui auront déjà été installés eux-mêmes sur des vis de terre, ce qui implique qu'il y a besoin de très peu de passage sur la parcelle en fait, puisque tout est prémonté en amont avant d'être installé sur la parcelle. Donc on est très peu invasif sur l'activité agricole à ce niveau-là. D'accord. Et enfin, qui finance l'installation? C'est une bonne question et du coup la conclusion de cette présentation offre déjà une réponse puisque le vecteur qu'on a cherché à créer avec la Société du Canal de Provence est un moyen de financement de ces installations. Il y a la possibilité pour l'agriculteur d'investir dans les ombrières, donc on est à l'écoute des personnes qui seraient intéressées, mais il y a également des possibilités de tiers investisseurs qui permettent du coup de ne pas avoir à engager les moyens de l'exploitation, mais de bénéficier de la protection agronomique liée à l'ombrière. Oui, et je rajoute que évidemment il y a une partie production d'énergie, mais c'est bien aussi pour ça qu'on cale toutes ces phases amont, c'est bien pour s'assurer que le photon nécessaire à la culture va aller à la culture et pas à celui qui produit l'énergie. Donc on s'est retrouvé sur cette philosophie avec Ombrea et donc c'est pour ça qu'on est engagé dans cette expérimentation et puis dans cette société commune. Merci beaucoup Samuel. Merci. Excusez-moi, je vous interromps, j'ai juste une question à l'instant qui vient d'arriver. Quel est le coût de cette installation et de l'entretien ? Alors, l'entretien, lorsqu'on est sur un investissement par un tiers investisseur, notamment la Société du Canal de Provence, Ombrea, qui se propose de financer ces ombrières, la maintenance est entièrement prise en compte par la société commune. Donc l'agriculteur n'a pas à avancer de frais sur cette partie-là. Et d'ailleurs, on fait de la maintenance préventive maintenance préventive annuelle de manière à prévenir les dégâts qu'il pourrait y avoir ou les altérations qu'il pourrait y avoir. Sur le coût des installations, ça va vraiment dépendre de la surface et du canal avec lequel on va porter ces projets. C'est des projets qui sont assez complexes, qui passent par la commission de régulation de l'énergie. Donc dans ces cas de figure-là, on va proposer un tarif de rachat. On n'est pas sur le même cas de figure que le véhicule de financement avec la Société du Canal de Provence. Donc ça va vraiment dépendre des surfaces. Oui, et puis le coût unitaire va dépendre aussi de l'écartement, le type de culture qui est en dessous. Enfin, il y a des avant-projets qui sont faits qui permettent de déterminer le coût de l'investissement. Et sur la partie maintenance, là, je peux témoigner qu'effectivement, les fameux petits galets sur lesquels coulissent les panneaux demandent très très peu de maintenance. On était un peu sceptiques au début, on va le dire, mais voilà, effectivement, après 2 ans d'installation, en tout cas, on n'a jamais eu de problème sur cette partie-là. Donc la maintenance est très faible, heureusement, parce qu'il faut quand même monter sur l'ombrière, donc tant mieux. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, nous allons passer la parole à notre dernier intervenant. Voilà, on a voulu, dans cette
dans ce tour de quelques solutions face au changement climatique, ouvrir une perspective plus européenne, parce que les problèmes que nous avons ici sont les mêmes sur d'autres secteurs méditerranéens. Donc Eric, tu es là? Est-ce que tu m'entends? Oui, ouais, oui, super. je suis là, j'ai suivi presque toute la session, j'ai dû rater un peu le début. Un peu le début, moi. Bienvenue, donc Eric Minot va nous faire une présentation d'un projet européen qui s'appelle le projet VISCA, donc je le laisserai le prononcer en anglais. Et merci d'être avec nous. Alors, Eric est à Sophia Antipolis ou Nice. Sophia Antipolis. Voilà, Sophia Antipolis. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous en studio à Avignon. On te laisse la parole. Je passerai les slides, si tu me dis. Ah, tu passeras les slides, voilà. Ouais. Parce que c'est ce que je me demandais, comme je ne vois pas. Je le mets là. Donc bon, merci de cette opportunité. Et puis, encore une fois, désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais j'avais un impératif. Je finissais à 14h30 un atelier, ce qui ne me permettait pas de vous rejoindre à Avignon dans les temps. Donc ce que je vais vous présenter, c'est le projet VISCA. Donc ça s'appelle Vineyards Integrated Smart Climate Applications. Donc c'est une approche, en fait, une application intégrée basée sur la donnée climatique avant tout, pour aider les viticulteurs dans la conduite et l'adaptation au changement climatique. Donc le problème, c'est que je ne vois pas des slides. Je t'ai passé la slide, vas-y. Voilà, d'accord. Donc là, on peut passer à la suivante. Donc, deux mots sur le CEMID. Donc, je suis directeur de l'unité technique du CEMID. On est un peu comme SCP. On vient à l'agriculture parce que on s'intéresse, en fait, notre cœur de métier, c'est la gestion de la ressource en eau et la coopération entre les pays européens et le sud et l'est de la Méditerranée. Et que l'on a une forte demande sur le secteur agricole. Donc on s'intéresse à tout ce qui est innovation dans ce secteur-là pour l'adaptation, parce que ce sont des filières de développement économique importantes et en même temps leur impact sur les ressources en eau. C'est bien, on peut passer à la suivante. La suivante encore, voilà. Donc sur je m'excuse, j'ai un petit délai. Donc le projet VISCA, c'est un projet européen qui est une action d'innovation. Donc on est à la limite entre la recherche, on vient tester la recherche sur le terrain. Ça a duré 44 mois, comme vous voyez, donc 4 ans à peu près. On est dans la dernière année, donc c'est là où en fait on est en train d'avoir les résultats, où on fait des comparaisons entre des parcelles de référence et des parcelles où on applique nos solutions. On va voir quelles elles sont, et on n'a pas encore des résultats complets. On a des résultats préliminaires, mais comme on n'a pas fini encore les vendanges, sur les 3 sites pilotes qui nous intéressent, qui sont Symington, donc un grand producteur de Porto au Portugal, Cordeniu aussi, qui est un gros viticulteur sur la région de Barcelone, et Mastro Berardino, qui est dans le sud de l'Italie, à Naples, et qui est plus orienté vers des vins de produits un peu premium. Donc autour de ça, on a 11 partenaires, 5 pays, et on regroupe, à chaque fois on associe les viticulteurs avec des partenaires scientifiques, donc l'université Porto, IRTA en Espagne et l'université de Naples pour l'Italie. La suivante, s'il vous plaît. C'est bon. Donc le projet, en fait, l'idée de base, en fait, c'est un système d'aide à la décision. Alice vous a parlé tout à l'heure de SCP AgriData. On a un peu cette idée-là, c'est très orienté sur la donnée, et on va venir mixer beaucoup de données ensemble. Donc, bien entendu, une première partie, c'est la définition en fait des différentes parcelles, de leur exposition, du type de cépage que l'on a dessus, donc tout un ensemble d'informations. Et ensuite, on va venir mixer des modèles, donc des modèles météo et climatiques, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire, des modèles sur les phases phénologiques,
des modèles plus sur l'aspect qualitatif, hein, l'acidité et le niveau de sucre, et un modèle d'irrigation. Donc ces modèles-là partagent des données ensemble et ils vont travailler en fonction des données, hein, des prédictions un peu qu'on a sur la météo, voire sur le climat. Et par rapport à ça, on a bien entendu des données de terrain. Alors ces données de terrain, on ne cherche pas forcément à avoir beaucoup de données. Avec des capteurs, on a des stations météo classiques qui vont nous permettre d'être un peu plus précis sur nos modèles météo et climatiques. Et derrière ça, alors hors les données, on a des méthodes de conduite des vignes avec du forçage ou de l'effeuillage. Donc tout à l'heure, on parlait un peu de ces techniques qui, en fonction des prédictions qu'on a, on va chercher à les appliquer ou pas. Donc ça, c'est à l'extérieur du système, mais c'est des méthodes d'adaptation, en fait, hein, comme ça a été dit précédemment. La suivante. Donc l'architecture du système, bon, c'est une architecture un peu classique, donc c'est une architecture orientée données. On a mis en place une plateforme qui permet de faire cette intégration pour les besoins du projet, mais on sait bien que les demandes que l'on reçoit sont plutôt des demandes qui sont orientées sur les modèles, hein, parce que dans le cas de AgriData par exemple, ou si on prend notre partenaire espagnol Pordeño, ils ont déjà une plateforme. Donc ce qui va les intéresser, eux, c'est de pouvoir intégrer différents types de modèles. Donc on a ces modèles phénologiques, irrigation, climatiques, qui ont des interfaces standards. L'intérêt de la plateforme, c'est qu'on puisse échanger les données, hein, donc on a une sorte de grosse base de données, et ensuite refournir ces données-là. Aujourd'hui, elles sont intégrées dans l'application qui a été mise en place en matière de démonstration, mais demain, elles pourraient être intégrées dans d'autres plateformes existantes. Donc, la prochaine, donc, je vais vous présenter un peu, donc l'idée de base, c'est que le viticulteur a un tableau de bord unique. Alors ça nous a été souligné comme un des intérêts de ce type de plateforme, c'est que le viticulteur a accès à toute l'information en un point unique. Généralement, ils vont chercher les prévisions météo chez un fournisseur externe et ensuite ils ont leurs données ailleurs. Ici, ça leur permet de faire le suivi complet. Donc on a des données sur les parcelles, bien entendu, où elles sont situées, les dates, et ensuite on a 3 niveaux principaux, hein, qui correspondent à nos modèles. Hein. Donc 3 couches, la phénologie, les phases phénologiques, les phases sur les prédictions pour l'irrigation et les phases sur le climat et la météo. Hein. La prochaine, s'il vous plaît. Donc sur l'aspect en fait phénologie en fait. Phénologie, le modèle permet de fournir, donc c'est des modèles qui sont distants encore une fois, donc si on a une plateforme existante, en fait on va pouvoir intégrer en contactant, donc là c'est le partenaire espagnol, IRTA, qui fournit ce modèle-là, et donc il peut très bien fournir ces données à d'autres intégrateurs. Donc on va fournir en fait des éléments sur des prédictions, sur les phases phénologiques, hein, qui sont connues, avec des probabilités quant à la semaine où on va observer ce phénomène-là. Et derrière ça, on essaie de recueillir aussi, alors ça aujourd'hui c'est manuel, hein, c'est par l'observation humaine, des retours d'informations sur est-ce qu'on est vraiment dans cette phase-là ou pas. Donc, et ça nous permet ensuite d'améliorer notre modèle derrière, donc il y a une phase d'apprentissage. La suivante. Sur l'irrigation, on est toujours sur la même approche, hein, donc c'est des prédictions qui sont faites de manière hebdomadaire, hein, donc c'est fait le dimanche ou le lundi, donc on recalcule en fonction des données et des prévisions météo que l'on a, on fait une nouvelle prédiction sur la phénologie et aussi sur l'irrigation, donc on tient compte des données météo, on tient compte aussi des apports qui ont été faits en termes d'irrigation. Alors, soit c'est manuel, soit on s'interface avec les systèmes d'irrigation existants. Donc, c'est le cas au Portugal, par exemple, leur système est entièrement intégré. Donc, à chaque fois qu'ils irriguent, ça informe le système sur les irrigations qui sont fournies. La suivante. C'est bon, la météo et le climat. Oui, voilà. Et la météo et le climat, donc là sur la météo, c'est là on devient, c'est un peu plus complexe. Alors
les modèles, eux, arrivent très bien à assimiler tout ça, mais on a 3 niveaux intégrés dans la plateforme. On a 3 niveaux. On a de la météo à court terme, donc qui elle est déterministique, donc qui nous donne un peu la météo à 2 jours, heure par heure. Donc ça permet aux viticulteurs de prévoir ce qu'ils vont faire sur le terrain dans les 2 jours à venir. On a une échelle de temps à 10 jours, encore une fois, donc avec un ensemble de paramètres, les paramètres classiques, plus les données de la météo sur place, donc qui permet de prévoir un peu plus une échéance à moyen terme, je dirais. Et ensuite, on a des informations saisonnières qui sont sur 6 mois et qui, elles, sont probabilistiques. Bon, là, effectivement, enfin, vous le verrez, je le mets aussi dans les conclusions, les viticulteurs sont un peu plus mitigés sur l'usage parce que c'est un peu plus difficile à interpréter, c'est clair. Des fois, on n'est pas bon, donc quand on voit qu'on n'est pas bon sur la prédiction, donc on n'a pas un seuil de précision suffisant, en fait, on repart sur des données historiques, sur des moyennes historiques. Et il faut apprendre à pouvoir se servir de ces informations probabilistiques. La suivante. Donc là, Eric, Eric, excuse-moi, comme on est un peu en retard, si tu peux bien avancer sur les résultats. Oui. Merci beaucoup. Donc les résultats préliminaires, bon, on a des résultats qui sont intéressants sur les stades, les prédictions des stades phénologiques. Donc là, on colle bien avec les observations. Même chose sur l'aspect qualité, sur le sucre. Et pour l'irrigation, comme vous voyez, c'est la courbe du bas, avec les points bleus qui sont les irrigations qui sont apportées. Pareil, on a une bonne corrélation. On avait un petit écart sur les phases phénologiques pour le chardonnay, mais ça a été corrigé dans la nouvelle version. La suivante. Bon, même chose sur l'aspect météo. Donc on l'a dit, on est bon sur le court terme et le moyen terme. Bon, sur les prévisions saisonnières, en fait, il y a un problème d'interprétation, de comprendre comment utiliser ces prévisions. Et les techniques agronomiques, on voit qu'en fait, c'est une conclusion, en fait, c'est comment on va s'adapter. On a toutes ces données, qu'est-ce qu'on doit faire sur le terrain. Et donc, les usages qui ont été faits jusqu'à maintenant, ça permet d'avoir un report, par exemple, des dates de vendange qui ont été jusqu'à 3 semaines, et ça nous permet de mieux contrôler, en fait, la qualité du raisin. Donc là, encore une fois, c'est des résultats préliminaires. C'est vraiment cette année où on aura des données un peu plus précises là-dessus. Et alors, si on passe sur la dernière slide, ces données, en fait, les vendanges sont faites dans les semaines qui vont à venir. On a un atelier où on va présenter, alors de manière un peu plus détaillée, l'outil, mais aussi les résultats de cette dernière année que l'on a eu sur les aspects qualitatifs et quantitatifs sur nos 3 sites pilotes, et aussi où on va discuter des opportunités d'exploiter, comme je l'ai dit, ces différents modules pour des intégrateurs comme SCP, par exemple. Merci. Merci beaucoup Eric, mais désolé de t'avoir un peu pressé. Effectivement, extrêmement intéressant d'avoir ces perspectives européennes de nos voisins du Sud. Est-ce que tu as, Stéphanie, quelques questions pour Eric? Oui, j'ai quelques questions. Donc la première, avez-vous fait des tests en France? Alors, on n'a pas fait de tests en France. On a beaucoup d'intérêt des vignobles du Bordeaux qui ont déclaré un intérêt, quelques intégrateurs aussi qui étaient intéressés. Mais donc comme je l'ai dit, donc on est alors bon. Alors, on aimerait. C'est pas ici qu'il faut dire ça. Voilà. On aimerait en faire en Provence aussi, voir aussi s'intéresser à d'autres types de cultures. Je pense qu'on avait un peu parlé avec Calice des amandiers ou autres qui pourraient être intéressantes pour la conduite, et surtout l'intégration d'autres modèles. On voit qu'on est un peu... Voilà, on voulait y avoir une preuve de concept, regarder si ça fonctionnait.
et notamment sur le secteur viticole, on a beaucoup de demandes pour intégrer en fait des prédictions sur le mildiou, enfin sur le type de maladies qui peuvent être liées au climat, hein, et comment agir en préventif. Merci. Ensuite, êtes-vous en recherche de partenaires? Oui, alors, comme je l'ai dit, on est en recherche, on arrive en fin de projet, on est en recherche de partenaires pour l'exploitation. On a des résultats, nos partenaires ne sont pas des partenaires commerciaux. Hein, ils ont mis au point les concepts et donc maintenant ils cherchent à qui le transmettre pour une exploitation commerciale. Donc là on est clairement en phase de recherche de partenaires et même chose, on pense qu'il y a encore des travaux à faire sur d'autres types de cultures ou sur aller un peu plus loin dans l'intégration de différents modèles et aussi de pratiques agronomiques. Hein, les ombrières paraissent être un point intéressant, par exemple. On a parlé du sol aussi, du travail sur le sol. Ce sont des éléments qui, je pense, il faut intégrer dans ce type d'approche. Donc, on est prêt à aller plus loin sur des nouvelles actions un peu plus recherche et développement, je dirais, développement. Ok. Ensuite, les Espagnols ont-ils systématiquement recours à l'irrigation? Et au niveau de la réglementation, est-ce la même que nous? Alors non, c'est pas la même que nous, c'est clair. Et les Espagnols notamment ont recours systématiquement à l'irrigation. Et alors je ne sais pas s'ils sont subventionnés, mais en tout cas ils consomment beaucoup d'eau. Les expérimentations qu'on a faites sont plutôt sur des aspects qualitatif. Alors Cordeignoux est connu pour avoir des grosses productions, hein, faire de la quantité. Mais sur les parcelles expérimentales, on est plutôt sur du qualitatif. Donc ils cherchent plutôt à avoir du stress hydrique et à améliorer la qualité et réduire l'irrigation. Très bien. Merci beaucoup Eric pour toutes ces infos. Je crois qu'on peut conclure que même si le tableau un peu apocalyptique que j'ai fait au départ est pas très rose, on a plein d'initiatives en cours, plein de forces vives, innovantes, etc. Et puis surtout des agriculteurs qui sont vraiment en recherche de solutions et qui sont prêts toujours, moi ça me frappe, hein, prêts à travailler avec les instituts techniques, avec les instituts de recherche, etc. Donc tout ceci est enthousiasmant. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à cette conférence. On souhaitait finir par une dégustation. Eh bien, à cause du Covid, on dégustera le millésime 2021 une autre fois. Voilà. Merci beaucoup.